tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors je suis désolé, je ne suis ni président ni chef de division, mais j'ai étudié au Québec, donc voilà, tout va bien, à l'université de Sherbrooke. Voilà. Et on peut aller... Ah oui, c'est moi qui vais d'ailleurs, hein. Oui, tout à fait, oui, ça sera beaucoup plus simple. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'écomobilité. Alors, partant du principe que ce n'est peut-être pas un terme que vous côtoyez au quotidien, je vous en ai mis une petite définition. Donc, il s'agirait d'un nom féminin venant du préfixe éco, du suffixe mobilité, a priori, et qui donc décrit l'ambition, je vais mettre comme ça, de faire d'un potentiel technologique une réalité de service. Il y a un micro sans fil, merveilleux. Ah, il y a un écran là-bas aussi, oui. Ça devient compliqué. Accepté par les usagers et par la ville et répondant à un nécessaire changement en matière de mobilité. Donc certes une définition peut-être un petit peu complexe, donc on va y aller étape par étape, mais comme vous l'aurez compris, je ne vais pas vous présenter un projet, mais plutôt une vision, une ambition, un peu disruptive par rapport à ce qui a été dit, même si c'est en lien avec certaines interventions, dans la continuité. Et puis un propos que vous allez peut-être trouver par moments un peu naïf, mais c'est pas grave, si ça vous fait réagir, ça sera juste merveilleux. Oups, ça n'est pas le bon bouton. Alors pour introduire ce concept, je vais partir de la fin de cette définition, un nécessaire changement en matière de mobilité, et vous parler un petit peu d'où je viens et où je travaille. Donc je travaille pour la Technopole d'Archamps, Archamps Technopole, sur cette jolie photo, qui est un parc technologique, situé en Haute-Savoie, à proximité immédiate de la frontière suisse, donc du canton de Genève. Donc si vous levez un tout petit peu les yeux, vous verrez en haut à droite le lac Léman et la ville de Genève. Nous sommes vraiment à 100 mètres de la frontière suisse. Et nous sommes positionnés juste à côté de la douane de Bardonnay. Cette douane est l'une des plus chargées d'Europe. C'est un point névralgique de lien entre la Haute-Savoie et la Suisse, qui, chaque matin et chaque soir, voit passer 80 000 véhicules individuels. Pourquoi ? Parce que les gens qui habitent en France vont travailler en Suisse, tout simplement, salaire x3, etc. Je ne vous passe ces détails. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, on constate qu'il y a, c'est ce que nous disent les gestionnaires d'autoroutes, environ 15 nouveaux véhicules individuels qui arrivent par jour dans cet écosystème. Et ça n'est d'autant plus pas prêt de s'arrêter que je vous ai mis des zones industrielles, Mérin, plan les Bois de côté suisse, où on voit qu'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi qui se crée, c'est en émergence. Voilà. Il y a un appel à emploi et à frontaliers, à symptômes frontaliers, donc des gens qui passent la frontière pour aller travailler tous les jours. Et la dernière chose, c'est que ces personnes ont, entre guillemets, pas le choix. Et ils sont obligés d'utiliser leur voiture parce qu'on est ici sur des distances intermédiaires. Personnellement, bon, je travaille côté français, mais je fais 32 km le matin, 32 km le soir pour aller travailler. Et voilà, on est dans cette logique de déplacement-là pour laquelle il n'y a pas de solution alternative. Ça n'est que la voiture individuelle. Puis en plus, quelqu'un a mis des montagnes par là, alors ça complique un petit peu les choses. Donc on est dans cette logique-là. Et donc on peut se poser la question, est-ce que... Alors le Grand Genève, c'est à la fois le canton de Genève et la partie française qui est à proximité de Genève. Tout ça, c'est le Grand Genève, un territoire franco-suisse un peu fictif, mais c'est le terme existé. On peut se poser, qui est le terme utilisé. On peut se poser la question, est-ce que ce territoire de mobilité est durable ? Non, il n'est pas. Ça va se casser la figure, forcément, si on continue comme ça. Bien sûr, il y a déjà des bouchons à longueur de journée, avec des coûts associés, de la pollution, de la qualité de vie qui décroît, etc. Et lorsque je regarde un petit peu les solutions proposées par nos élus, les collectivités, à la fois côté français et côté suisse, en particulier, on voit côté suisse ce genre de chiffres. Alors, il est approximatif, ce sont des francs ou des euros, enfin, peu importe, ça ne change pas grand-chose. On nous propose aujourd'hui, en fait, de construire un pont au-dessus du lac Léman, tout simplement, de manière à proposer un contournement complet de la ville de Genève, ce qui n'est pas possible actuellement, puisque il y a un lac au milieu, en gros. On va dire ça comme ça. Alors, avec des chiffres astronomiques. Donc, en gros, je vais être méchant, je suis désolé, on nous propose des solutions d'hier ou d'avant-hier, enfin des solutions que l'on applique depuis une éternité, je caricature volontairement, pour un problème d'aujourd'hui qui ne fait que croître. Donc, est-ce que tout ça a du sens ? J'en doute. D'autant plus que n'étant pas spécialiste, en lisant un petit peu, je me rends compte que les infrastructures appellent les voitures. Et donc tout ce qu'on fera, c'est donner la possibilité à encore plus de personnes de circuler dans cet espace. Donc la question, c'est comment aller vers un territoire de mobilité durable. Alors l'évidence ici, je reste dans ma logique de véhicules individuels, de distance intermédiaire. L'idée, c'est de limiter en fait le nombre de véhicules, avec un nombre d'usagers qui, lui, va rester constant, voire va augmenter. Donc à partir de là, il faut les partager, ces véhicules. Ça, des maths, on va dire, un peu de base. Alors, il y a peut-être une solution opérationnelle, je ne sais pas si le micro, voilà, du côté du covoiturage, mais comme on est ici dans une ambition,
qu'on veut un petit peu folle. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, même si elle a un intérêt aujourd'hui, parce qu'on sait que nos charmantes petites voitures, elles passent, c'est le chiffre qui est en bas, 95% de leur temps à ne rien faire. Elles sont stationnées 95% de leur temps, alors ce qui, d'un point de vue de ce que ça nous coûte, c'est un non-sens quand on y réfléchit bien, parce que même pendant ce temps-là, elles nous coûtent, même quand elles ne font rien. Et puis, on sait aussi que les stationnements, on en a parlé juste avant, tout ça, ça formate la ville, donc ça a un impact délirant. Donc, osons aller beaucoup, beaucoup plus loin. Dans ce type de projet, on peut se le permettre, avec toujours cette volonté de limiter le nombre de véhicules en les partageant, et en allant en fait vers des véhicules qui circulent 95% de leur temps. On inverse les chiffres. On se donne comme objectif celui-ci. Et puis, on va rajouter 5% de temps de maintenance quand même pour ces véhicules-là. Donc avec, à l'horizon assez lointain, la fin de la propriété individuelle du véhicule. C'est un peu l'idée. Si je veux que les véhicules vraiment passent leur temps à transporter des personnes, leur fonctionnalité de base, bon, moi en tant que propriétaire, ça va être compliqué, même dans un mécanisme d'autopartage, etc., de laisser mon véhicule pour quelqu'un leur prenne. Enfin bon, voilà, si on veut optimiser tout ça, à terme, il faudrait qu'il n'y ait plus que des véhicules partagés qui ne font que transporter à longueur de journée des gens, et qui ne font que ça en fait. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il existe une solution opérationnelle? En tout cas, il y a une solution en devenir. Oui, il y a quelque chose, on en a parlé un tout petit peu avant. Il est côté technologique, en effet, mais je parle bien pas de solution technologique, mais de potentiel. Et ça reprend complètement ce qui a été dit par l'intervenant précédent. Alors ici, je vous présente deux illustrations de photos de véhicules autonomes. Sur la gauche, vous avez une navette. Sur la droite, vous avez un robot-taxi. Alors il s'agit de véhicules qui ont été pensés dès le départ pour faire du transport public. Ce ne sont pas des véhicules individuels type Tesla avec un système d'aide à la conduite. Ce sont des véhicules sans poste de conduite. Il n'y a pas de volant à l'intérieur. Ce sont des véhicules qui, d'un point de vue technologique, sont capables de se déplacer de façon autonome dans un environnement connu, cartographié, et avec une certaine maturité. Ça commence à bien fonctionner. Donc ça, on le prend comme un acquis. Puis la question, c'est de voir maintenant si on peut vraiment fournir du service avec ça, en fait. Elle est là, la question derrière. Et quel serait le potentiel? Alors on a par exemple, je vous ai mis une petite citation d'un fil LinkedIn, je crois, d'une société qui s'appelle Bestmile, qui est de Lausanne, qui développe des logiciels pour gérer ce type de flotte de véhicules. Alors il faut savoir qu'un véhicule individuel comme celui-ci, c'est un robot. Il sait se déplacer dans un environnement, mais il ne sait pas où aller. Hein. C'est relativement bête, on va dire ça comme ça. Donc il faut une intelligence logicielle au-dessus qui va préciser à ce robot où est-ce qu'il doit aller. Or pourquoi, il ne va pas le comprendre, mais pourquoi donc pour aller chercher quelqu'un, pour optimiser un parcours, changer de destination de façon continue, parce qu'il y a entre guillemets un bouchon, etc. Enfin voilà, il y a une intelligence logicielle, et donc la société Bestmile travaille dans cet univers-là. Et ce qu'ils nous disent, ils viennent de sortir une petite étude, ils sont intéressés aux 2800 taxis qui gèrent 31 000 courses à Chicago. Et donc leur estimation est qu'avec 200 véhicules versus 2800 véhicules qui passeraient leur temps, on va dire, à transporter des gens, on pourrait avoir la même offre de service en fait. Donc voilà, il y a un potentiel. Après, il faut en faire quelque chose. Il faut que ce potentiel, ce qu'on va en faire, a du sens. Et il y a du sens pour nous, bien sûr. Pas pour les vendeurs de technologie, quoi, pour nous. Alors, le sujet de cette présentation, enfin de cet après-midi, c'est la métamorphose, accompagner la métamorphose. Donc, je vais vous parler de métamorphose. Et donc, avec ces histoires de véhicules qui, finalement, circulent tout le temps, bon, il n'y a plus besoin de parking, hein, voilà. Alors, une ville sans parking, je ne sais pas ce que c'est, je suis absolument pas compétent pour en parler, mais je peux vous parler un tout petit peu d'une technopole, la nôtre, Archamps Technopole, sans parking. Tout simplement parce qu'en début d'année, on a fait travailler des étudiants dans le cadre d'un workshop, école d'architecture, école de design, psycho, sur, voilà, voir un peu la technopole d'après-demain. Hein. Soyons honnêtes, c'est pas pour demain, mais bon, pour après-demain. Et donc vous avez un petit plan ici de la technopole, et donc ça représente à peu près 40-45 hectares de bâtis, et en rouge ce sont les parkings, puisqu'actuellement lorsqu'on construit un immeuble qui accueille des bureaux ou des laboratoires, enfin à destination du tissu économique des entreprises, il nous faut réglementairement du parking. Je suppose que c'est la même chose au Québec, mais que bon voilà, c'est la loi. Et donc on les a fait travailler sur la partie du bas de ce plan
qui représente 25 hectares. C'est une future extension en fait, de la technopole. Actuellement, ce sont des champs. En leur posant la question, c'est un peu flou, mais j'ai une autre vue après, en leur posant la question à quoi pourrait ressembler cet environnement si on enlève de l'équation la constante parking, c'est une variable, la constante parking, à quoi ça pourrait ressembler. Et ils nous ont proposé ce genre de représentation, modélisation. Et on voit bien la différence, c'est qu'on a en haut finalement des routes qui desservent des stationnements, des parkings, et qu'en bas on a peut-être plus des routes, des voies qui desservent des bâtiments. Et ça, c'est en termes de métamorphose, c'est naturellement très intéressant. Donc là, voilà, on a une autre vue de ce qu'ils ont imaginé. Donc des îlots de bâtiments, et en rouge, on voit ce qui pourrait être utilisé en fait, pour faire circuler des véhicules autonomes au sein de ces bâtiments, versus ce que vous voyez en haut, qui est donc une construction d'il y a 15-20 ans, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, ça n'a de sens que si c'est généralisé. Si la personne doit laisser sa voiture dans le champ d'à côté pour après rentrer chez elle, ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, l'idée, c'est de commencer à réfléchir un peu ces questions-là. Et en fait, notre volonté, c'est de faire de cette technopole, de ce parc technologique, un laboratoire de la ville et de commencer à travailler sur ces questions-là. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que moi aussi, je travaille pour une société d'économie mixte qui est donc en charge du développement, de l'animation de cette technopole, mais aussi de son aménagement. Et il y a de l'argent public derrière, avec des actionnaires publics qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes et la communauté de communes du Genevois, donc locale, on va dire. Et il y a volonté de faire de cette technopole un espèce d'outil, on va dire, de R&D, on va dire ça comme ça, pour des problématiques du territoire. Et la mobilité, c'est la problématique numéro 1 du Grand Genève, définitivement. Donc voilà, là, dans cette logique-là, de ce petit travail, cette évocation qui a été fait par des étudiants, on est amené à desservir des bâtiments et non plus des stationnements. Finalement, on travaille au service des personnes et non plus des voitures. Et puis, en tant qu'aménagère, avec un investissement public derrière, on arrive à des conclusions assez intéressantes, comme celle de l'optimisation foncière. On construit des surfaces de plancher à même d'accueillir des entreprises, ça va créer de l'emploi, etc., développement économique, versus on construit des places de parking qui n'apportent pas grand-chose, si ce n'est des places de parking. Néanmoins, je me suis dit que je pouvais me permettre d'aller encore un cran plus loin. Et au-delà de cette métamorphose un peu de la ville, alors là, juste à peine évoquée, il me semble que la vraie métamorphose, elle va nous toucher nous, enfin je l'espère, avec cette idée d'avoir une vie quotidienne où les déplacements et transports finalement ne sont plus une activité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? N'étant pas spécialiste, j'ai trouvé une définition de la mobilité qui me plaît beaucoup, où la mobilité est définie comme l'espace-temps des activités. Autrement dit, la mobilité, ce serait un ensemble d'activités qui s'organisent dans le temps et qui s'organisent dans l'espace grâce à un système de transport. Personnellement, donc voilà, je passe une demi-heure chaque matin et chaque soir dans ma voiture, étant naturellement seul. C'est une activité à part entière, je ne peux rien faire d'autre de très, très intéressant pendant ce temps-là. Mais est-ce que ça correspond véritablement à un besoin? Pour moi, en tant que besoin pour me développer, pour m'enrichir, etc., pour m'épanouir, non. Alors je sais que sur ce territoire du Grand Genève, on est régulièrement doublé par des gens avec des Ferrari, des je ne sais trop quoi. Peut-être que pour eux, c'est important de se montrer dans leur véhicule. Moi, ça ne l'est pas, et je pense que c'est un message assez universel. Et donc, j'aimerais, à terme, grâce à tout ce qu'on peut imaginer, à partir de ce potentiel technologique, que finalement, cette équation-là, on puisse la réduire à un ensemble d'activités, une organisation dans le temps, et que la couche, en fait, déplacement devienne transparente, tout simplement. Que ce ne soit plus une activité en tant que telle, mais avec des véhicules autonomes où on n'a plus besoin de conduire, eh bien, ce temps, de le récupérer dans l'une de mes activités. Alors, vous allez me dire qu'on peut avoir une vision assez productive et dire que ce temps-là, on va le passer à travailler, peut-être, ou à lire, ou à... on peut imaginer tout ce qu'on veut, ou à réfléchir, à méditer, voilà. Mais du temps qui soit à moi et non pas du temps qui soit consacré à m'assurer que je ne vais pas emboutir la voiture qui est devant moi, tout simplement. Alors, il y a un exemple qui est assez évident dans cette simplification de la mobilité. En termes de mobilité zéro, c'est le télétravail, par exemple. On travaille à mon domicile. Mais c'est assez intéressant, justement, parce que, pour moi, les activités que l'on a réalisées au quotidien, elles sont liées à nos besoins, nos vrais besoins. Ça a été évoqué même avant. Et lorsqu'on parle du télétravail et qu'on lit quelques articles, on voit qu'on ne serait pas capable de généraliser cette façon de travailler parce qu'on a besoin d'aller vers les autres. C'est sympa de bosser à la maison, ça évite de prendre la voiture, ça simplifie la vie. Mais à raison d'1 ou 2 journées par semaine, parce que nous sommes des êtres sociables et que nous avons besoin, pour un développement professionnel mais aussi personnel, d'aller vers les autres. Donc on continuera, même avec ces évolutions de la société, à se déplacer naturellement.
Donc voilà, métamorphose, vision très très audacieuse peut-être, je ne sais pas, mais qui a, je pense, beaucoup de sens, c'est quand l'organisation dans l'espace devient transparente. Donc je ne dis pas qu'on va plus se déplacer, mais je dis que finalement, tout ce qui va être consacré à cette notion-là, on aura pu à le gérer potentiellement. Donc d'aller vers des solutions de transport qui sont automatisées, ce qui fait nous, on se concentre finalement sur nos activités, sur nos besoins, et que la demande qui est liée au déplacement pourrait être, pourquoi pas, grâce à une réponse opérationnelle qui est encore ce que l'on peut imaginer faire avec la technologie, le tout va faire que je n'aurais même plus à demander en fait. Alors je précise qu'aujourd'hui il existe des systèmes de transport à la demande, en France, au Québec aussi, j'en suis certain, notamment pour des personnes à mobilité réduite, où on vient les chercher à domicile pour les emmener là où elles le veulent. Donc c'est du transport à la demande. Mais je pense qu'à terme, en osant regarder très très loin, on ne devrait plus avoir même à demander. Ça devrait devenir dans la capacité de la technologie à nous accompagner dans notre quotidien, bien au service de l'homme et pas au service d'autre chose. On pourrait imaginer qu'il y a donc cette automatisation-là qu'on n'a même plus besoin de demander. Et donc d'aller vers ce que j'appelle dans ce cas-là une mobilité intelligente. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Donc un petit résumé, puis une petite dernière partie. Donc en gros, je suis parti d'un changement, en tout cas pour un territoire qui a ses particularités, d'un changement qui est nécessaire, parce qu'on va se casser la figure très clairement. Donc d'aller vers une mobilité qui devienne durable par le partage de véhicules. Le potentiel technologique nous permet de l'envisager. Et puis ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers une mobilité qui est centrée finalement sur nos besoins, sur nos activités, donc intelligente. Mais au-delà de cette idée, cette vision de métamorphose, la question, et c'était le sujet de l'après-midi, c'est comment l'accompagner. Et pour l'accompagner, je prends les choses complètement à l'envers, en fait. Parce que comme ça a été cité juste avant, si je ne me trompe pas, si je pars de l'idée de il faut absolument partager les véhicules, ça va poser un petit problème en termes d'acceptation, évidemment, puisqu'en fait les défis, je vous ai un peu parlé de technologie, mais les défis ici ne sont pas véritablement technologiques, ils sont surtout humains, ils sont liés à l'acceptation par les personnes de cette nouvelle forme de mobilité potentielle et qui, à moyen, long terme, verra le jour. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les grands cabinets, etc. Bien sûr que le premier problème ici, enfin c'est pas un problème, hein, là, il y a une donnée, c'est l'acceptation, la vraie problématique c'est l'acceptation des usagers, et c'est là qu'il faut travailler. Et donc l'idée étant de dire que pour que les personnes acceptent un jour, pourquoi pas de partager des véhicules, voire acceptent de ne plus avoir de véhicules personnels, il faut, l'un des facteurs évidents d'acceptation, c'est qu'il faut qu'on soit capable de répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Et donc il faut partir de la mobilité intelligente pour aller vers une mobilité durable. C'est un peu cette logique-là. Alors, au tout début, je vous ai parlé d'écomobilité, et quel était ce concept un petit peu sorti de ma tête, naturellement. L'éco, en fait, c'est le petit schéma, le petit dessin que je vous ai mis là. C'est qu'on a d'un côté, on peut imaginer faire des choses sur la base d'un potentiel technologique. J'insiste, je ne parle pas ici de prendre une technologie, de la pousser sur un territoire, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire on peut imaginer faire des choses, mais il faut absolument que ces choses, elles rentrent, elles s'articulent avec la réalité des besoins, la réalité des activités des gens, voilà ce qu'ils vivent au quotidien. Une chose très simple, lorsqu'on parle de l'espace-temps de mes activités, ça n'a de sens que si on y inclut mon fils, que je dois gérer, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je devrais partir relativement rapidement après. Voilà, donc tout ça, il faut arriver à prendre de la hauteur et à réfléchir à comment on peut trouver des articulations entre d'un côté un potentiel technologique, on ne met pas une croix dessus, ça n'aurait pas de sens, mais on n'est pas là pour le pousser, c'est pas du tout du techno-push, mais bien un mix entre un potentiel de la technologie d'un côté, mais avant tout une réalité de terrain. Donc on pourrait parler d'innovation par les usages inclusifs, il y a plein de termes qui, voilà, choses dont on parle depuis très longtemps, mais qui sont en fait très complexes à mettre en œuvre, et il faut oser aller de l'avant, et un outil comme le nôtre peut se permettre d'être un animateur pour ce genre de démarche. Et dans les faits, pour terminer, en fait, pour commencer, un tout petit peu, naturellement, tout petit peu, nous venons d'obtenir un financement dans le cadre d'un programme qui s'appelle Interreg. Alors, côté français, c'est l'Europe qui finance, côté suisse, c'est la Confédération. Donc, c'est un projet franco-suisse qui vient tout juste de commencer, qui s'appelle EcoSmile. Donc, le but, c'est d'imaginer, prototyper, évaluer des briques d'un service offrant une mobilité intelligente et durable. C'est pas un projet où on va développer de la techno de véhicule. Hein. On prend tel que c'est, puis on voit ce qu'on peut en faire en termes de service. C'est vraiment ça. On va y aller très simple,
avec une approche itérative, agile, parce qu'on travaille avec des gens, donc on sait très bien qu'on peut avoir des idées de « tiens, ce service pourrait ressembler à ça », puis se rendre compte au bout de quelques tests que ça n'a absolument aucun sens, ça fait partie du jeu. Et puis, pour qu'on puisse trouver des petits éléments de valeur à ce service, nous, on va travailler à base de cas d'usage. Par exemple, notre site, la Technopole d'Archamps, est partagé par l'autoroute A40 qui mène vers le Mont Blanc. D'un côté, nous sommes propriétaires de bâtiments avec une offre de bureaux traditionnels, et de l'autre côté, nous sommes gestionnaires d'un centre de convention, donc une offre d'espace pour faire de la réunion. Et plutôt qu'à côté de chaque bureau, côté de l'autoroute, rajouter une salle de réunion, ça fait partie de la façon de travailler des gens aujourd'hui, quand même encore, pourquoi pas plutôt créer du lien entre ces deux bâtiments. Donc on imagine quelqu'un qui est dans une logique d'activité, là, ici professionnelle, que voudrait dire se déplacer à un bâtiment qui est situé à 1 kilomètre, qui va répondre à un besoin, d'avoir de la réunion avec peut-être derrière, je sais pas, un système de visioconférence qui va bien, qu'il n'a pas dans son propre bureau. Comment on crée du lien de manière à ce que la personne ne se retrouve pas je travaille dans mon bureau, puis j'ai une activité qui est une activité de déplacement, puis j'ai une activité de réunion. Alors, comment on peut créer du lien pour que ça fasse un tout? Voilà, ce genre de choses sur lesquelles on va travailler. Je vous passe les détails du projet, mais l'idée, c'est vraiment d'expérimenter des choses, mais en y allant voilà, par étapes. Et on n'est pas du tout sur un projet de 3 ans avec l'idée de « on va faire tourner pendant 3 ans des véhicules, puis on verra bien ce qui se passe ». Ce n'est pas du tout l'idée. C'est d'aller voir ce qu'on peut tester, puis d'expérimenter des petites choses. Et donc à terme, oui, je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais bon, l'idée, ça serait de se faire de ce parc technologique une espèce de laboratoire vivant la mobilité, sur une thématique qui a beaucoup de sens pour ce territoire. Et puis, on a aussi des capacités, c'est que si dans quelques années, ça commence à prendre ce type de mobilité un peu nouvelle, il y aura bien sûr encore beaucoup de véhicules individuels, à essence ou même électriques, peu importe. Donc on a aussi cette capacité foncière de créer des lieux, une espèce de hub de mobilité, d'hybridation entre la mobilité d'aujourd'hui, qui restera encore longtemps celle d'aujourd'hui, et puis celle d'après-demain. Commencer à créer du lien et puis offrir la possibilité à certaines personnes de laisser leur voiture ici, à Archamps, pour peut-être aller vers Genève, avec une forme de mobilité un peu disruptive aujourd'hui, mais qui, a priori, à terme, ne le sera plus. Je vous remercie. Et je vous en prie, si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Oui, je vais bien vous poser une question. Bravo pour cette présentation. Quels ont été vos exemples inspirants? Exemples inspirants. En Europe, ailleurs dans le monde. Alors, il y a quelques projets, en fait, exemples et ce qu'on pourrait dire non-exemples. Aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui sont autour de ces navettes autonomes, pour les différencier de la voiture individuelle, les navettes autonomes, mais qui restent très liés à la technologie navette. Et de par mon parcours, j'ai globalement non pas travaillé dans l'univers de la mobilité, mais dans l'univers de qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie pour répondre aux besoins des gens. En fait, à Sherbrooke, j'ai fait une thèse en informatique sur les habitats intelligents. Donc comment utiliser un petit peu de technologie pour aider les personnes en perte d'autonomie à réaliser par exemple une recette dans une cuisine, à utiliser un environnement qui leur était jusqu'à présent, on va dire, interdit ou problématique, parce qu'on oublie, on laisse la table de cuisson allumée et risque de feu, etc. Je vous passe les détails, vous avez compris. Donc voilà, au-delà de... C'est intéressant ce potentiel technologique, mais pousser de la technologie, pour ça, ça n'a aucun intérêt. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui émerge. Et à l'autre bout, si on regarde très très loin, définitivement, il y a beaucoup d'études qui nous disent qu'à terme, la seule mobilité qui ait du sens, c'est le partage. Et c'est créer du lien, en fait, entre ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, une certaine maturité technologique, et puis le service qui, lui, a une maturité proche du néant. Et on est vraiment dans cette... il y a un côté très R&D, ou recherche appliquée, on va dire. Ici, comment oser aller vers un futur clairement meilleur, parce que ça commence à être n'importe quoi par chez moi. Qu'est-ce que je pourrais dire, en disant... Ça reste beau finalement, tout ce qu'on imagine aujourd'hui en termes de véhicules. Il y a 5 ans, ces véhicules, on n'en parlait même pas. Donc comment on peut accompagner ces idées-là pour que ça fasse sens en fait? C'est ça, c'est cette notion du sens qui est primordiale pour un territoire, pour des gens, pour une population. Il y a énormément de choses à faire, c'est très très intéressant. Et les défis, je sais pas, je pense que chez nous on aime les défis, ça doit être, on est déjà une technopole située juste à côté d'une frontière, c'est un tout petit peu compliqué. On est très loin de Lyon, on est à la fois très proche de Genève, on est très loin de Lyon, c'est un peu compliqué. Bref,
Mais cette notion de travailler vraiment au service d'un territoire, d'innovation par les usages, de trouver des moyens de mettre en œuvre ce type d'approche de l'innovation dont on parle depuis longtemps, mais bon, clairement on ne sait pas trop comment faire, je trouve ça très très intéressant. Et juste peut-être un tout petit mot, parce que ça peut éclairer en termes de compétences, le premier financement que l'on a eu pour 3 ans, on trouve à la fois des opérateurs de transport, les transports publics de Genève, le groupe RATP, DEF, côté France, des bureaux qui travaillent sur les questions de mobilité, des hautes écoles et universités. Haute école, c'est l'école d'ingénieurs suisse, on va dire. Voilà, des compétences assez larges, et le tout, c'est de le faire en interdisciplinaire. C'est d'avoir aussi un regard sur... il faut être capable de comprendre ce potentiel technologique, pas partir dans des délires, mais aussi un regard qui est très lié aux personnes, aux usages, et à ce qu'est l'acceptation, hein, parce qu'il existe des modèles d'acceptation des technologies qui nous viennent non pas de l'univers techno, mais de l'univers sociaux, psycho, etc., des sciences humaines et sociales. Donc, il y a beaucoup à faire. Je voulais revenir sur la transition que vous essayez d'opérer et la place de la technologie dans la pensée que vous avez. Parce que j'adhère complètement à ce transfert des 95% du immobile, et donc d'arriver à considérer qu'à un moment donné, on ne peut plus être dans une sorte d'appropriation individuelle de son déplacement, mais de le vivre collectivement, et à penser les usages qu'il peut y avoir de ce temps de déplacement. Et donc, de considérer qu'il y a une valeur ajoutée dans notre mode de vie, dans la mutualisation de ces déplacements, et ce temps-là, qui peut être aussi pour soi-même. Oui, mais là où il y a juste, là, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée de l'automatisation, si ce n'est qu'il n'y a personne qui vous dit bonjour. Alors, parce qu'on pense du bus, la notion de transfert vers du transport en commun, pour faire des mots vieux, mais... Oui. Ça me paraît essentiel. Le fait qu'on arrive à penser nos unités de vie avec la mobilité et articuler dans le territoire, je vois, mais du coup, quelle est la valeur ajoutée de la technologie ? D'accord. Donc vous seriez plutôt pour regarder aussi ce qu'on peut imaginer avec un modèle plutôt type taxi, j'imagine, peut-être bus, etc. Alors, une chose qui nous... Le premier argument de vente de ce type de technologie, quand ça avait été pensé, c'était le fait d'être capable d'aller jusqu'à la porte, jusqu'au domicile des personnes. Ce qu'on ne peut peut-être pas imaginer, ce que l'on n'imagine pas jusqu'à présent, avec forcément des véhicules le standard. Hein. C'est la première chose. Après, il faudrait faire des calculs. Je ne suis certainement pas compétente pour moi, mais quel est le potentiel d'optimisation d'un véhicule qui aurait un chauffeur? On peut se poser la question. Je veux dire par là, et ça c'est une question tout à fait pertinente, je pourrais faire travailler du monde dessus, dans la mesure où on imagine que ce type de mobilité, de support, on va dire, pour cette mobilité, devra être, pour que ça soit vraiment optimisé très très flexible. Entre guillemets, ne pas se poser de questions, répondre à des ordres de ben non, finalement tu tournes à gauche, puis après tu tournes à droite, on va prendre telle personne, tu reviens en arrière, on prend celle-là. Peut-être que ceux qui seront dedans ne feront rien comprendre. Voilà, il y a des choses à travailler en termes d'acceptation. Hein. Pourquoi ils passent par là? Parce que moi je passe par là habituellement. Bref, c'est des questions très très intéressantes. Mais si le système est suffisamment, entre guillemets, l'intelligence logicielle compétent pour juger que c'est le meilleur parcours qui apprend de manière à optimiser cette offre de service-là, c'est une équation très très complexe. Je ne sais pas, est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec un chauffeur humain? C'est une bonne question. Ça fait partie aussi de la réflexion, hein, très clairement. Mais voilà, alors après, on travaille donc avec des opérateurs de transport, on commence tout juste, qui, notamment les TPG, commencent à s'interroger. Puis après, je vous citerai un autre partenaire sur... en effet, ça remet en cause certains métiers d'un opérateur quel que celui-là. Je ne sais pas combien de chauffeurs de bus et de trams ils emploient à Genève, mais c'est naturellement très très conséquent. Et il y a une évolution des métiers, c'est sûr. Alors il y a des personnes, notamment, on a des collègues côté suisse qui travaillent à cette métamorphose des métiers. Il n'y a pas un arrêt des métiers, il y a une évolution, c'est sûr. Mais ces conséquences-là, oui, il y a beaucoup de choses à évaluer. Jusqu'où on peut aller avec des chauffeurs humains? On peut aussi tout à fait imaginer des solutions. Finalement, on leur donne des consignes. Tu vas chercher telle personne, etc. Voilà, tout à fait. On peut, et d'ailleurs, on s'était dit, parce qu'il y a des limitations, même en termes de vitesse, peut-être que pour tester des éléments de service, on peut aussi travailler dans un premier temps avec des personnes derrière le volant, tout à fait, oui. Alors, juste, où se situe la limite entre... comment dire? Je vais être très méchant. Supprimer le facteur humain pour tendre vers une solution véritablement optimisée, je ne sais pas où elle se situe la limite. Mais c'est une bonne question, oui.
Donc je n'ai pas véritablement répondu à votre question, mais je suis d'accord avec vous, ça pose énormément de questions, naturellement. Ouais.